C'est la durée pendant laquelle ils ont gardé Marc Lefebvre en cage pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Aucun cours de gestion de la colère n'a aidé. Aucune prière d'aumônier n'a été assez douce pour l'apaiser. Aucune nuit passée à fixer le plafond en béton à 2 heures du matin n'a atténué la douleur de la trahison. Mais aujourd'hui, la cage s'ouvre. Et l'homme qui sort du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis n'est plus le même que celui qui y est entré. Cet homme-là était capable de pardonner. Celui-ci ne l'est plus. Le matin du 14 mars 2024 a commencé comme la plupart des jours marquants de ma vie, c'est-à-dire mal. Le néon au-dessus de ma couchette clignotait sans arrêt depuis 3 jours, et le surveillant pénitentiaire chargé de mon dossier de sortie, un homme massif avec une tache de moutarde sur son col à 6 heures du matin. Bougeait comme s'il était payé à l'heure et qu'il avait déjà accumulé trop d'heures supplémentaires. Lefebvre Marc, 47 ans, date de libération aujourd'hui. Il n'a pas levé les yeux de son presse-papier. C'est moi, j'ai dit, à moins que quelqu'un d'autre ne veuille la place. Il n'a pas ri. Personne à Fleury ne rit avant 8 heures. Ils m'ont rendu un sac en papier craft contenant mon portefeuille, mon alliance que je portais toujours par habitude et par entêtement, et quelque chose que je refusais de nommer, 63 € en liquide et un t-shirt gris que je ne reconnaissais pas. J'ai tout mis dans mes poches sauf le t-shirt. Il fallait bien fixer une limite quelque part. Les portes se sont ouvertes à 7h42. Je suis resté là un moment, juste pour respirer. L'air de la liberté a vraiment une odeur différente. Je me fiche de savoir si cela semble poétique. C'est vrai. Cela sent les gaz d'échappement et la graisse de restauration rapide, et cette douceur particulière d'un matin en Île-de-France, et chaque molécule avait le goût d'une justification que je n'avais pas encore gagnée, mais que je prévoyais déjà de collecter. Je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté de ce parking. Si je l'avais su, j'aurais marché plus lentement, j'aurais savouré les dernières secondes de simplicité. Luc Morel était appuyé contre une vieille Peugeot expert couleur cuivre délavé, les bras croisés, portant une casquette du PSG qui avait connu de meilleures décennies. Luc était le genre d'homme qui répondait toujours présent. C'était toute sa personnalité et, honnêtement, c'était suffisant. Nous étions amis depuis 1987, à l'époque où nous étions tous les deux des électriciens fauchés travaillant sur les mêmes chantiers en Seine-Saint-Denis. Maintenant, je dois vous faire comprendre quelque chose à propos de Luc Morel. Cet homme m'avait appelé Marc exactement 2 fois en 37 ans. Une fois à l'enterrement de ma mère et une fois quand il a cru que je faisais une crise cardiaque sur un chantier en 1999. À chaque autre moment de notre amitié, j'étais Marco. Juste Marco. Peu importait que nous soyons à l'église, au tribunal ou apparemment devant une prison fédérale. Pour Luc Morel, j'étais toujours Marco. Et cette simple syllabe portait plus de chaleur que ce que la plupart des gens parviennent à mettre dans un paragraphe entier. Il n'a rien dit quand je me suis avancé vers lui, il a juste décroisé les bras et en attendu un. Nous nous sommes serrés la main, puis il m'a attiré vers lui. « Tu as une mine affreuse », a-t-il dit en me frappant fort dans le dos. « J'ai passé 2 ans à Fleury, Luc. » Pourtant, il s'est reculé et m'a regardé avec son visage sérieux et franc. « Tu as mangé, Marco. » Nous sommes montés dans la camionnette. Il avait un sac en papier d'une boulangerie Paul sur le siège arrière et un grand café noir dans le porte-gobelet avec mon nom écrit dessus au feutre indélébile, pas imprimé, écrit à la main. Marco, en majuscule, comme s'il l'avait écrit 100 fois auparavant et qu'il l'écrirait encore 100 fois. Cela m'a presque plus brisé que tout ce qui s'était passé derrière ces murs. Je l'ai pris et tenu à 2 mains sans dire un mot pendant 1 minute entière. Luc a laissé le silence respirer. C'était une autre chose chez lui. Il ne remplissait jamais le silence avec du bruit juste pour se sentir à l'aise. Il conduisait simplement, une main sur le volant, sa casquette baissée, me laissant vivre ce que j'avais besoin de vivre. Puis Bastien m'a appelé, a-t-il dit prudemment, les yeux fixés sur l'autoroute A1 qui s'étirait devant nous. Le nom était là, suspendu dans l'air entre nous comme une allumette allumée. Quand ma voix fut stable, j'avais même répété. Hier, je voulais savoir si je savais à quelle heure tu sortais. Luc m'a jeté un regard de côté. Je lui ai dit que je ne savais pas. Mais tu savais. Je savais. Il a hoché la tête une fois. Je lui ai dit que non. J'ai regardé par la fenêtre le paysage plat de la banlieue parisienne défiler. Des zones industrielles et des stations-service et ce genre particulier de nulle part qui composent la périphérie de Fleury.
24 mois et mon propre fils n'a pas pu faire le trajet depuis Paris lui-même. Il a passé un coup de téléphone par l'intermédiaire de mon meilleur ami à la place. Est-ce qu'il a dit autre chose? J'ai demandé. Luc est resté silencieux un temps trop long. Luc, il est en difficulté, Marco. Il a expiré lentement comme un homme qui relâche un poids lourd. De vrais ennuis. L'entreprise n'existe plus. Le bureau de Levallois-Perret, toute la société de promotion immobilière, a déposé le bilan en liquidation judiciaire en novembre. Il a perdu la villa à Neuilly-sur-Seine en janvier. Élodie l'a quitté vers Noël d'après ce que j'ai entendu. Il a marqué une pause. Il loge dans une location à Sarcelles, dans le quartier le moins cher. Tant mieux, a dit la partie de moi dont je n'étais pas fier. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Je n'en étais pas encore là. Qu'est-ce qu'il veut de moi, Luc? Marco, qu'est-ce qu'il veut? Luc a tendu la main vers le siège arrière tout en gardant les yeux vers l'avant et a déposé une enveloppe Kraft sur mes genoux, épaisse, format juridique. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Une cursive délibérée, légèrement surcorrigée, celle d'un homme qui a appris à écrire de la main gauche après s'être cassé le poignet droit à 14 ans. L'écriture de Bastien. Je l'ai fixée. Il a envoyé ça chez moi il y a 3 semaines, a dit Luc. Il m'a demandé de te la donner aujourd'hui. La première chose, je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je l'ai posée sur le tableau de bord et j'ai mangé mon sandwich en silence en regardant la France glisser par la fenêtre et en pensant à la dernière fois que j'avais vu le visage de mon fils dans une salle d'audience du tribunal de Paris, me regardant être emmené menotter. Son expression était arrangée pour ressembler à de la douleur, mais ressemblait plus à du soulagement. J'avais rejoué cette expression 11 000 fois en 2 ans. Je la comprenais enfin maintenant. Laurence Simon attendait chez Luc, dans une petite rue pavée de maisons de ville modestes au sud de Paris, quand nous sommes arrivés. Laurence était la voisine de Luc depuis 15 ans et, plus important encore, une clerc de notaire au centre-ville avec un esprit vif et aucune patience pour les bêtises. Elle était assise sur les marches du perron avec un ordinateur portable ouvert et un bloc-notes sur les genoux, et elle s'est levée quand elle m'a vu. Marc. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, professionnellement. Laurence n'était pas du genre affectueux. Le fait qu'elle essaie m'a tout dit sur le sérieux de ce moment. Assieds-toi. Nous devons parler avant que tu n'ouvres cette enveloppe. Tu sais ce qu'il y a dedans. Elle et Luc ont échangé un regard. Luc m'a montré une copie. Elle a dit, Bastien t'en a envoyé une et en a déposé une auprès du tribunal de grande instance de Nanterre 4 jours avant ta libération. Elle s'est rassise et a tourné son ordinateur vers moi. Marc, Bastien t'a désigné comme légataire universel de la totalité de son patrimoine. Tous les actifs, les parts de la société, le portefeuille immobilier, les comptes d'investissement, tout. Il y a 2 ans, juste au moment où elle s'est arrêtée. Juste au moment où il m'a envoyé en prison, j'ai terminé sa phrase. C'était donc ça le jeu. La culpabilité était réelle. Je le croyais. Bastien Lefebvre avait regardé ce qu'il avait fait à l'homme qu'il avait enterré vivant pour se protéger. Et quelque part dans sa poitrine creuse, quelque chose avait tressailli. Il avait donc signé un document. Il avait écrit mon nom sur sa vie comme un mot d'excuse qu'il n'avait jamais eu l'intention de remettre parce qu'il pensait qu'il n'aurait jamais à le faire. Il pensait que l'entreprise survivrait. Que le mariage tiendrait. Que le mensonge perdurerait. Rien de tout cela n'a tenu. Et maintenant, je tenais l'acte de propriété des ruines. Il y a autre chose, a dit Laurence doucement. Elle a tourné une page de son bloc-notes. J'ai fait des recherches sur Élodie, sur la fausse couche. Elle m'a regardé fixement. Marc, les dossiers hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière, mars 2022. Je les ai obtenus par un contact. Elle a marqué une pause. L'obstétricien d'Élodie a noté un stress aigu et un traumatisme physique compatible avec une chute. Il y avait aussi des traces de... Elle a jeté un regard à Luc. Dis-le, Laurence. J'ai dit, de la cocaïne dans l'organisme d'Élodie. Exposition indirecte. Les notes suggèrent quelqu'un dans son environnement immédiat. Elle a fermé l'ordinateur lentement. Ce n'était pas toi, Marc. Ce n'était jamais toi. Et quelque part dans cette location à Sarcelles, Bastien Lefebvre sait exactement de qui c'était la faute. Luc n'avait pas dit un mot durant tout cela. Je l'ai regardé.
Il fixait le sol du perron, la mâchoire serrée, tournant sa casquette encore et encore dans ses mains comme il le faisait quand il retenait quelque chose qu'il ne s'autorisait pas à dire à voix haute. « Luc, j'ai dit, » il a levé les yeux. « Dis-le. » Je juste. Il s'est arrêté. A recommencé. Je les ai regardés t'emmener, Marco. J'étais assis dans cette salle d'audience et j'ai regardé ton propre fils te pointer du doigt et je n'ai pas. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû creuser davantage avant le verdict. J'aurais dû. Tu es là maintenant, j'ai dit. Il a hoché la tête. Il a remis sa casquette, a baissé la visière. C'était la fin de cette conversation. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de tout cela. L'enveloppe, les dossiers, les ruines d'un fils qui a brûlé son père pour cacher son propre incendie. Mais je savais une chose avec la certitude froide d'un homme qui avait eu 2 ans pour réfléchir. Bastien Lefebvre allait avoir besoin de quelque chose de ma part. Et pour la première fois en 24 mois, 3 semaines et 4 jours, je tenais toutes les cartes. Je me suis assis en silence. Pas le genre de silence confortable, pas le genre paisible, celui qui pèse sur votre poitrine comme un homme qui ne prévoit pas de bouger de sitôt. J'étais assis dans ce silence sur le perron de Luc depuis 20 bonnes minutes, tenant une enveloppe Kraft qui contenait le squelette juridique de la vie effondrée de mon fils. Quand le téléphone de Laurence a vibré sur la rampe, elle a regardé l'écran. Puis elle m'a regardé. « Marc, ne me dis pas qu'il est au bout de la rue. » Bien sûr qu'il l'était. Bastien Lefebvre avait toujours eu un timing désastreux. Enfant, il entrait dans une pièce 30 secondes après la fin de la conversation et passait l'heure suivante à poser des questions auxquelles plus personne ne voulait répondre. Certaines choses ne changent apparemment pas avec l'âge. Il était là, un homme adulte de 31 ans, s'arrêtant à la mauvaise adresse au mauvais moment lors du jour déjà le plus chargé de ma vie. Je me suis levé lentement, j'ai posé l'enveloppe sur la chaise du perron, j'ai fait craquer mon cou une fois, comme je le faisais avant une longue garde sur un chantier quand je savais que la journée allait exiger tout ce que j'avais. Marco, Luc était déjà sur ses pieds. Tu veux que je... Je dis juste de t'asseoir. Il s'est assis. Laurence a fermé son ordinateur sans qu'on le lui demande. Je ne savais pas en me tenant sur ce perron que les 40 prochaines minutes changeraient toute l'architecture de ce que je prévoyais. Je pensais être prêt. Je pensais que 2 ans à répéter ce moment dans une cellule en béton m'avait préparé à tout ce que Bastien Lefebvre allait apporter en remontant cette allée. Je me trompais. Il avait une mine affreuse. Je veux être honnête à ce sujet parce que je refuse d'être le genre d'homme qui prétend ne pas remarquer les choses. Bastien Lefebvre, mon fils, mon sang. Le garçon à qui j'ai appris à faire du vélo sur le parking d'un supermarché à Boulogne en 1998. Il ressemblait à quelqu'un qui aurait pris l'homme dont je me souvenais et l'aurait laissé sous la pluie pendant 2 ans. Il était plus mince, pas svelte, mais vidé. Le genre de chose qui vient du fait de sauter des repas, non pas parce qu'on est occupé, mais parce qu'on a oublié de s'en soucier. Ses cheveux avaient besoin d'être coupés. Sa veste était du genre coûteux qui semble bon marché quand l'homme qui la porte a cessé de croire qu'il la mérite. Il s'est arrêté au bas des marches du perron. Nous nous sommes regardés. 24 mois, 3 semaines et 4 jours à imaginer ce moment, et aucun de nous n'a dit un seul mot pendant ce qui a semblé être une ère géologique entière. Puis, papa, un seul mot. Et la façon dont il l'a dit, calme, fêlé sur les bords comme une porte qui n'a pas été ouverte depuis trop longtemps, a fait quelque chose à ma poitrine que je refusais absolument d'honorer par une réaction. Bastien, j'ai dit, pas fiston. Bastien. Nom complet, point final. Je l'ai regardé enregistrer l'information. J'ai regardé le petit tressaillement traverser son visage comme l'ombre d'un nuage traversant un terrain plat. Est-ce que je peux? Il a fait un geste vague vers les marches. Est-ce que je peux monter? Tout juste. Il est monté et s'est tenu sur le perron et a regardé Luc, qui lui a rendu son regard avec l'expression particulière d'un homme qui a été l'ami de son père toute sa vie et qui a maintenant fermement et irrévocablement choisi son camp. Bastien a regardé Laurence. Laurence a regardé son ordinateur fermé. Il m'a regardé à nouveau. Tu as l'air en forme, a-t-il dit. Ne fais pas ça, j'ai dit. Je juste. Bastien, ne le fais pas. Il s'est arrêté, a dégluti, a hoché la tête une fois. Bien. Au moins, il savait encore quand il avait dit quelque chose de stupide. Nous sommes entrés à l'intérieur.
Le salon de Luc était le même qu'il avait toujours été. Des meubles dépareillés, un écran plat trop grand pour le mur. Il y avait une couverture du PSG jetée sur la coudoir du canapé qui était là depuis au moins 2015. Laurence s'est assise dans le fauteuil près de la fenêtre avec son bloc-notes. Luc se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, avec un regard qui disait qu'il restait dans cette pièce que quelqu'un l'y ait invité ou non. Bastien s'est assis sur le bord du canapé comme s'il avait peur qu'il ne l'engloutisse. Je me suis assis en face de lui sur la chaise en bois que Luc utilisait pour regarder les matchs. Je ne me suis pas adossé. Je ne me suis pas mis à l'aise. Je voulais qu'il ressente chaque centimètre de la distance entre nous. « Tu as reçu mon enveloppe » a-t-il dit. « J'ai reçu ton enveloppe alors tu sais. Je sais ce qu'il y a dedans. » Oui. J'ai croisé mes doigts sur mon genou. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Il s'est frotté le visage des deux mains. Papa, pourquoi Bastien? La pièce était très calme. Dehors, une tondeuse à gazon s'est mise en marche quelque part dans la rue, vrombissant agréablement, complètement indifférente à l'implosion qui se produisait à l'intérieur de cette maison. J'ai paniqué, a-t-il dit finalement. Il y a 2 ans, quand tout a commencé à s'effondrer avec l'entreprise, j'ai paniqué et j'ai pensé que si quelque chose m'arrivait, si tout s'écroulait, tu aurais au moins. Il s'est arrêté. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Tu as pensé que me désigner légataire d'un patrimoine que tu as construit sur un mensonge était la bonne chose à faire. Il a tressailli violemment. Bien. J'ai besoin de ton aide, papa. Il l'a dit au sol. Le patrimoine. Ce qu'il en reste. Il y a des créanciers. 3 d'entre eux menacent de poursuite. Si tu me rétrocèdes les avoirs immobiliers restants, je peux les utiliser comme levier pour négocier un accord et potentiellement restructurer. C'est donc de ça qu'il s'agit, j'ai dit doucement. Dangereusement doucement. Tu as conduit jusqu'ici, chez l'homme qui ne t'a pas parlé depuis 2 ans, le jour où je sors d'une prison où tu m'as mis pour me demander de signer quelque chose. Papa, je n'ai pas fini. Je me suis penché en avant. Tu m'as piégé, Bastien. Tu t'es tenu dans une salle d'audience au tribunal de Nanterre et tu m'as pointé du doigt et tu as dit à un juge et à 12 jurés que j'étais responsable de la perte du bébé d'Élodie. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti et ils t'ont cru et je suis allé à Fleury. J'ai marqué une pause. Alors avant que tu ne dises un mot de plus sur les avoirs immobiliers et les négociations avec les créanciers, j'ai besoin que tu restes assis là et que tu comprennes que je sais tout. Tout. Le sang s'est retiré de son visage comme si quelqu'un avait retiré un bouchon. Qu'est-ce que tu veux dire par tu sais? Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a dit Laurence depuis son fauteuil, sans lever les yeux. Mars 2022, rapport d'obstétrique d'Élodie. Exposition indirecte à la cocaïne. Traumatisme physique aigu compatible avec une chute au domicile. Elle a tourné la page de son bloc-notes. La chute qui a provoqué la fausse couche. La cocaïne dans l'environnement que personne n'a révélé au tribunal. La bouche de Bastien s'est ouverte, refermée, rouverte. Rien n'est sorti. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Le moment où il réaliserait que les murs s'étaient effondrés. Dans mon imagination, je me sentais triomphant, juste. Certaines versions étaient satisfaisantes. Ce que je ressentais réellement en regardant mon fils assis là, le visage décomposé et les mains tremblantes sur ses genoux, était quelque chose de bien plus compliqué et bien plus épuisant que le triomphe. Mais je ne l'ai pas laissé voir ça. Papa, Sa voix s'est brisée. Élodie et moi étions dans une mauvaise période. Je consommais. Je ne voulais pas. Je n'avais pas l'intention que tout cela se produise mais c'est arrivé. J'ai dit, et au lieu de te lever et de l'assumer, tu leur as donné mon nom. J'avais peur. Moi aussi. Ma voix était parfaitement calme. J'ai eu peur chaque jour pendant plus de 700 jours dans un centre pénitentiaire à Fleury-Mérogis. Mais me voici. Je me suis rassis, toujours debout. Peut-être qu'il n'avait pas l'énergie. Peut-être qu'une partie de lui comprenait qu'il n'avait pas gagné le droit de gérer sa propre dignité dans cette pièce aujourd'hui. Luc, depuis le seuil de la cuisine, a fait un bruit au fond de sa gorge. Je ne l'ai pas regardé. Je savais que si je regardais Luc maintenant, je verrais quelque chose sur son visage qui m'attendrirait. Et je ne pouvais pas me permettre d'être tendre. Pas encore. Je ne signe rien aujourd'hui, j'ai dit.
Bastien a levé les yeux. Je ne dis pas jamais. Je dis pas aujourd'hui. Pas comme ça. Je me suis levé, ce qui a mis fin à la conversation en ce qui me concernait. Tu vas laisser tes coordonnées à Laurence. Tu vas retourner à Sarcelles ou partout où tu dors ce soir, et tu vas attendre. Attendre quoi? Sa voix était petite, plus jeune que ses 31 ans. Cela m'a tué un peu et je ne l'ai absolument pas montré. Attendre que je décide de ce que je veux faire de tout ce que tu m'as remis. J'ai marché vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Tu m'as donné ton patrimoine, Bastien. Tu m'as donné les preuves. Tu m'as donné toutes les cartes de ce jeu. Je l'ai regardé fixement. La moindre des choses que tu puisses faire est de me donner quelques jours pour comprendre comment les jouer. De près, je pouvais voir à quel point il paraissait plus vieux. Bien, a dit la partie de moi qui ne lui avait pas pardonné. J'espère que chaque jour de ces 2 années s'est affiché sur ton visage. De près, je pouvais aussi voir autre chose. Quelque chose derrière le désespoir et la honte. Quelque chose qui ressemblait, malgré tout, à mon fils, le garçon du parking du supermarché, le gamin qui s'endormait sur mon épaule pendant les longs trajets. J'ai détourné le regard. Papa, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. Je sais que tu le hais, j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était d'accord. Je n'ai pas dit je te pardonne. J'ai tenu la porte ouverte et j'ai attendu et finalement il est passé et a descendu les marches du perron pour retourner vers la petite voiture citadine qu'il conduisait maintenant parce que la grosse berline allemande était partie depuis longtemps avec tout le reste. Je l'ai regardé s'éloigner. Luc est apparu à mon épaule, m'a tendu un café frais, n'a rien dit. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant. Que Bastien Lefebvre, dans son désespoir, avait omis quelque chose dans cette conversation, quelque chose d'important. Quelque chose qui changerait chaque calcul que je faisais depuis le moment où Laurence m'avait lu ce rapport d'obstétrique. Mais c'était le problème de demain. Aujourd'hui, j'étais juste un homme debout sur un perron au sud de Paris, tenant une tasse de café chaude avec son nom écrit dessus. Marco, toujours debout. Ils imaginent la confrontation, le discours. Le moment où le méchant entend enfin chaque vérité que vous avez stockée dans votre poitrine comme des munitions pendant 2 ans, tirées à bout portant, regardant l'impact. Il vous imagine debout au-dessus des décombres, juste et propre, tandis que l'autre personne s'effondre dramatiquement à vos pieds. Ce n'est pas comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait comme je faisais le travail d'électricien autrefois. Silencieusement, méthodiquement derrière les murs où personne ne pouvait voir. On n'annonce pas un recablage. On ne fait pas de discours à ce sujet. On coupe juste le bon fil, on connecte le bon circuit et on s'en va. Et finalement, quand quelqu'un actionne l'interrupteur, tout le système s'éclaire ou brûle. Je savais déjà lequel ce serait. Le lendemain a commencé avec du café et le bloc-notes de Laurence Simon. Elle était de retour sur le perron de Luc à 7 heures du matin, ce qui me disait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Son ordinateur était déjà ouvert et elle avait 2 surligneurs neufs débouchés à côté d'elle comme des instruments chirurgicaux. Luc était à l'intérieur en train de préparer le petit déjeuner. L'odeur du bacon flottait à travers la porte moustiquaire. Le son faible d'une émission de radio sportive qu'il n'écoutait pas vraiment remplissait la cuisine. Je me suis assis en face de Laurence avec mon café. Marco, même feutre indélébile. Luc ne ratait jamais son coup, et j'ai attendu. J'ai pensé aux documents du patrimoine toute la nuit, a-t-elle dit sans préambule. Laurence Simon ne faisait pas de petites conversations avant 10 heures, spécifiquement sur ce que Bastien ne t'a pas dit hier. Ce n'était pas une question. Je l'avais senti en me tenant à cette porte en le regardant partir. Le caractère incomplet d'une histoire racontée par un homme désespéré qui gère encore, même dans son désespoir, l'information. Les créanciers qu'il a mentionnés. Laurence a tourné son ordinateur vers moi. 3 d'entre eux menacent de poursuite. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'un de ses créanciers est un homme nommé Monsieur Girard, un investisseur immobilier commercial de Boulogne-Billancourt. Bastien a emprunté 400 000 € à Girard en 2022. Prêt privé en dehors de l'entreprise, caution personnelle. Ce prêt a maintenant 14 mois de retard. Elle a marqué une pause. Girard a déposé une plainte civile contre Bastien personnellement le mois dernier. L'audience est dans 11 jours. J'ai regardé l'écran. Dépôt au tribunal. Bastien Lefebvre, défendeur. Jean Girard, demandeur.
tribunal judiciaire de Nanterre. Si Girard gagne, a continué Laurence. Et il gagnera. Le jugement s'attachera à tout actif que Bastien contrôle ou sur lequel il a une réclamation légitime, y compris les actifs dont il m'a désigné légataire, j'ai dit lentement. Exactement. Elle a refermé l'ordinateur à moitié. Bastien est venu ici hier pour te faire signer la rétrocession de ses avoirs avant que le jugement Girard ne tombe. Parce qu'une fois que ce jugement sera rendu, tout actif qu'il contrôle sera saisi. Mais les actifs que tu contrôles, en tant que légataire désigné, sont hors de portée de Girard. Elle m'a regardé fixement. Il n'essayait pas de sauver son patrimoine, Marc. Il essayait de le cacher à l'intérieur du tien. L'odeur du bacon venant de la cuisine m'a soudain semblé presque drôle. Mon fils, mon propre fils, est venu vers moi le jour où je sors de la prison où il m'a mis. Pas pour s'excuser, pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour m'utiliser comme cachette pour les dernières miettes d'une vie qu'il avait déjà dévorée. L'audace de la chose était presque architecturale. Il fallait respecter la structure même en la démolissant. Presque. Il y a plus, a dit Laurence. Bien sûr qu'il y en a. Les actifs restant dans le patrimoine. Elle a tourné une page de son bloc-notes. Après l'effondrement de l'entreprise et la perte de la propriété de Neuilly, ce qu'il reste réellement est principalement une chose, un immeuble commercial à Boulogne-Billancourt, un bâtiment à usage mixte que Bastien a acheté en 2021. Il est hypothéqué, mais il a une valeur nette d'environ 280 000 €. Elle a levé les yeux. En tant que légataire universel, tu as la capacité juridique de demander le transfert anticipé de cet actif, compte tenu de l'instabilité financière démontrée de Bastien. Laurence a tapoté son stylo sur le bloc-notes. J'ai déjà rédigé la demande. Luc est apparu dans l'encadrement de la porte, spatule à la main, écoutant de cette façon silencieuse qui faisait semblant d'être accidentelle. J'ai regardé la demande rédigée que Laurence a fait glisser sur la table du perron vers moi. Combien de temps prend le transfert, j'ai demandé. Si nous déposons aujourd'hui, c'est à 9 jours ouvrables. L'audience Girard est à 11 jours. Elle a laissé ce chiffre flotter entre nous. Tu aurais l'actif transféré et légalement à toi avant que Bastien n'ait plus rien à négocier dans cette salle d'audience. J'ai pris la demande. Je l'ai lue attentivement. Je l'ai reposée. J'ai pensé à Bastien sur ce perron hier. Son air vidé. La façon craquelée et silencieuse dont il avait dit « Papa ». J'ai pensé au parking du supermarché et au vélo et au garçon qui s'endormait autrefois sur mon épaule. Puis j'ai pris le stylo de Laurence et j'ai signé la demande sur la ligne qu'elle avait déjà marquée d'un petit autocollant fléché jaune. Méthodique, propre, pas de discours. Laurence l'a déposé à 9h47 au greffe du tribunal de Nanterre. Luc conduisait. J'étais assis sur le siège passager et je regardais Paris glisser par la fenêtre. La ville où j'avais vécu pendant 30 ans. La ville qui avait regardé une salle d'audience dépouiller mon nom de tout ce qu'il signifiait, paraissant exactement la même qu'elle l'avait toujours été, indifférente et énorme et belle à sa façon française. « Comment te sens-tu » a demandé Luc. Parce que Luc Morel posait des questions comme ça et ne s'en excusait jamais. J'ai faim, j'ai dit. Il a ri, d'un rire court et vrai. Marco, j'étais déjà en train de développer une dépendance post-incarcération et je n'étais absolument pas intéressé à la traiter. Les 9 jours suivants ont été calmes. C'était la partie que personne ne vous dit sur la vengeance froide. L'attente, le maintien de la vie ordinaire pendant que la machinerie tourne silencieusement en arrière-plan. Je suis resté chez Luc. Je l'ai aidé à réparer un panneau de clôture cassé dans son jardin le 2e jour parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai appelé un ancien contact dans une entreprise d'électricité près de la Défense pour du travail de consultant le 4e jour. Le 6e jour, je suis allé chez le coiffeur que je fréquentais depuis 2003 et j'ai eu une vraie coupe de cheveux et je me suis assis dans ce fauteuil et je me suis senti pour la première fois en plus de 2 ans comme un homme qui avait un endroit où aller et quelque chose à devenir. Bastien a appelé Laurence 2 fois pendant ces 9 jours. Elle a répondu les 2 fois professionnellement et lui a dit que les documents étaient en cours de traitement et que Marc Lefebvre prendrait contact quand il serait prêt. Elle n'a pas mentionné quel document. Il a supposé que c'était lié aux documents de succession. Il s'est trompé. Le matin du 24 mars, jour 10, Laurence m'a appelé. C'est fait. Elle a dit, transfert confirmé. L'immeuble de Boulogne est à toi, Marc.
Acte enregistré ce matin. J'étais debout dans le jardin de Luc avec une tasse de café, regardant un rouge-gorge posé sur le poteau de clôture que nous avions réparé 8 jours plus tôt, ne faisant absolument rien d'utile à part être rouge et vivant dans la lumière du matin. Merci, Laurence, j'ai dit. L'audience Girard est demain, a-t-elle dit. Je sais. Est-ce que tu y vas? Est-ce que j'y allais? J'y ai pensé un moment. J'ai pensé au fait de m'asseoir dans une autre salle d'audience, de regarder une autre procédure démanteler une autre version de la vie de Bastien Lefebvre. J'ai réfléchi si j'avais besoin d'être dans cette pièce pour ressentir l'achèvement de la chose. Non, j'ai dit, je n'y vais pas. J'ai découvert ce qui s'était passé de la façon dont j'ai découvert la plupart des choses cette semaine-là, par l'intermédiaire de Laurence qui avait un contact présent. Bastien Lefebvre est arrivé au tribunal judiciaire de Nanterre le matin du 25 mars 2024 avec un avocat qu'il ne pouvait manifestement pas totalement se payer et une stratégie entièrement construite sur l'utilisation de la valeur nette de l'immeuble de Boulogne comme instrument de négociation contre le jugement de M. Girard. L'avocat a présenté l'actif. Le tribunal a consulté le registre des actes à jour. L'immeuble de Boulogne était enregistré au nom de Marc Raymond Lefebvre avec effet au 24 mars 2024. Bastien, selon tous les témoignages, est devenu livide. L'avocat a demandé une suspension de séance. La suspension a été accordée. Pendant la suspension, Bastien a apparemment essayé de m'appeler 4 fois. J'étais dans un bistrot sur les quais de Seine en train de manger des œufs et de lire un journal, un vrai journal physique, l'un des petits plaisirs dont 2 ans de privation avaient renouvelé mon appréciation. Et j'ai regardé son nom éclairer l'écran de mon téléphone 4 fois et je l'ai laissé sonner, pas par cruauté, je veux être clair là-dessus. Il n'y avait aucune satisfaction dans la sonnerie du téléphone, il y avait seulement le sentiment calme et posé d'un homme qui a fait ce qui devait être fait et n'a plus rien à prouver à personne dans ce secteur. Sans la valeur nette de Boulogne, Bastien n'avait rien pour négocier. Le jugement de M. Girard est tombé en totalité. Chaque actif restant que Bastien Lefebvre contrôlait personnellement a été sujet à saisie. La location de Sarcelles, il pouvait la garder. On ne peut pas saisir la résidence principale en dessous d'un certain seuil en France. Et celui qui a rédigé cette disposition dans la loi a clairement anticipé des situations exactement comme celle-ci, mais tout le reste était parti. Il est sorti de cette salle d'audience avec un avocat qu'il ne pouvait pas payer, un jugement qu'il ne pouvait pas honorer et un appel qui était tombé sur messagerie 4 fois, complètement seul. 3 jours plus tard, le matin du 28 mars, je me suis rendu moi-même à l'immeuble de Boulogne pour la première fois. C'était un bâtiment convenable. 2 unités commerciales au rez-de-chaussée, une vacante, une occupée par un pressing qui n'avait aucune idée que son propriétaire venait de changer, et 4 unités résidentielles au-dessus. La façade en briques avait besoin de travaux sur le drainage extérieur. Le genre de bâtiment dont un homme qui sait réellement comment fonctionnent les circuits et les structures pourrait voir clairement l'ossature. De bonne base, j'ai pensé, debout sur le trottoir avec les mains dans les poches de ma veste, le regardant dans la mince lumière du matin parisien. Tout ce qui est bon commence par de bonnes bases. Je n'y suis pas entré ce jour-là. Je suis juste resté là un moment. Puis je suis retourné à ma voiture, une voiture d'occasion que j'avais achetée 2 jours plus tôt avec le premier acompte du contrat de consultant. Et je suis reparti vers le sud de Paris, et j'ai pensé au travail d'électricien et aux salaires équitables et à ce que l'on ressent quand on construit quelque chose qui vous appartient réellement. Sur le siège à côté de moi se trouvait une seule enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document que Laurence avait préparé à ma demande spécifique. Pas la demande, pas le transfert d'acte, rien de juridique ou de contraignant, juste une lettre, 2 paragraphes, ma signature en bas. J'avais demandé à Luc de la déposer à la location de Sarcelles la veille au soir. Elle disait 2 choses. La première était que je n'avais aucune intention d'utiliser les dossiers de la Pitié-Salpêtrière contre Bastien publiquement. Que ce que ces documents contenaient restait entre lui et ce qu'il restait de sa conscience, et que je n'étais pas là pour détruire des hommes qui s'étaient déjà détruits eux-mêmes. La seconde était que l'immeuble de Boulogne était à moi, et que j'avais l'intention de le garder, et que si Bastien Lefebvre voulait un jour avoir une conversation, une vraie, sans enveloppe, sans arrière-pensée et sans document à signer, il savait où trouver la maison de Luc Morel. Pas une branche d'olivier, pas le pardon, juste une porte laissée légèrement entr'ouverte parce que j'avais 57 ans et que j'en avais assez des pièces scellées. Qu'il la franchisse ou non était entièrement son problème. J'ai pris l'autoroute et j'ai laissé Paris s'ouvrir autour de moi,
vaste et pleine du bruit particulier d'une ville qui ne s'arrête pour le chagrin de personne ni pour la victoire de personne. Et j'ai conduit avec la fenêtre baissée et l'air de Mars entrant vite et frais. Et je n'ai pas pensé à Bastien Lefebvre du tout. J'ai pensé au rouge-gorge sur le poteau de clôture, rouge et vivant dans la lumière du matin, toujours debout. Cette histoire nous plonge au cœur d'une thématique universelle mais traitée ici avec une intensité froide et typiquement européenne, la trahison familiale et la reconstruction de soi. Le personnage de Marc Lefebvre incarne la résilience silencieuse. Après avoir subi l'injustice ultime, être emprisonné par la faute de son propre fils, il ne cherche pas une vengeance explosive ou violente. Sa réponse est méthodique, presque chirurgicale, à l'image de son ancien métier d'électricien. Le cadre français, entre la rigueur des tribunaux de Nanterre et la mélancolie des banlieues parisiennes, renforce cette atmosphère de réalisme social. Le fils, Bastien, représente cette génération qui a tout voulu trop vite, se brûlant les ailes dans des paradis artificiels et des montages financiers fragiles, au point de sacrifier son propre père. La fin reste ouverte, offrant une lueur d'espoir sans pour autant tomber dans le cliché du pardon facile. C'est une leçon sur le pouvoir, le contrôle et la dignité retrouvée. La métaphore du bâtiment aux bonnes bases reflète la philosophie de Marc, on ne peut bâtir une vie solide que sur la vérité et le travail honnête. Selon vous, Marc a-t-il eu raison de ne pas utiliser les preuves médicales pour détruire totalement la réputation de son fils, ou Bastien méritait-il de subir la justice publique pour ce qu'il a fait à son père et à sa propre femme? Dites-moi ce que vous feriez à sa place dans les commentaires.